Bonsoir, cher docteur, cher professeur, chers amis du Maroc, mais aussi d'autres pays africains, puisque je sais que ce soir, la Mauritanie est connectée, le Sénégal, la Tunisie, Djibouti, et j'en oublie peut-être, donc bonsoir à tous. Dans un premier temps, je vais présenter les deux modérateurs qui nous ont fait l'amitié et l'honneur de répondre positivement à cet événement. Il s'agit du docteur Rachid Benouna, grand pédiatre de Casablanca, que je remercie vivement et qui aura l'occasion donc de modérer ce soir. Il nous fera certainement part aussi de son expérience puisqu'il est maintenant équipé de CRP par microméthode et il pourra dire que ça lui a véritablement changé la vie au quotidien pour effectuer de meilleurs diagnostics et avec une rapidité exemplaire. L'autre modérateur, c'est professeur Isselmou Khalifa, qui est le président de la Société mauritanienne de pédiatrie, qui a du mal à se connecter ce soir parce qu'il y a des gros orages en Mauritanie et qui perturbent les réseaux. Mais je pense qu'il nous rejoindra en cours d'événement. Il est aussi professeur à l'université de Nouakchott. Donc, inutile de vous dire qu'en ce moment, son emploi du temps est relativement chargé, mais je le remercie vivement d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Et enfin, la parole la plus précieuse et la plus scientifique, je vais céder la parole au professeur Robert Cohen, que je remercie à nouveau. Je le remercie à chaque fois que je le rencontre et à chaque fois que je peux l'entendre, vraiment de nous aider à faire avancer les tests de diagnostic rapide au Maroc. Voilà, professeur, je vous cède la parole et encore un grand merci. Merci beaucoup. D'abord, donc c'est un plaisir de parler à mes amis marocains et africains parce que vraiment, je pense que c'est un rôle important de la francophonie de pouvoir partager un certain nombre de connaissances et un certain nombre d'idées. Il faut jamais oublier que la langue, c'est un véhicule de pensée et que il faut absolument que on partage nos expériences. Alors, je voudrais juste vous parler aujourd'hui, une fois de plus, des outils de diagnostic et vous allez voir, je vais être assez large. Bon, vous savez qu'il est habituel en France, mais c'est juste réglementaire de dire les liens d'intérêt. Je peux vous dire que je n'en ai aucun avec les TDR et Pascal vous confirmera, toutes les conférences que je fais dans ce cadre-là sont complètement gratuites et même avec les firmes en France qui va avec des TDR, je tiens absolument à n'avoir aucun lien d'intérêt. D'accord? Alors, qu'est-ce qui a mis ces TDR en avant? C'est quand même d'abord ou avant tout la résistance aux antibiotiques. Vous le savez très 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 bien que l'OMS considère que c'est un danger pour l'humanité extrêmement important et ce danger pour l'humanité est encore plus important dans les pays les moins favorisés ou de niveau intermédiaire. Et par exemple, toute l'Afrique du Nord, tout le nord de l'Afrique centrale est particulièrement touché par la résistance aux antibiotiques. Le deuxième point, c'est qu'il y a une relation étroite entre le volume d'antibiotiques qu'une population utilise ou qui lui est prescrite et la résistance. D'accord? Le Maroc, puisque c'est essentiellement au Maroc au pédiatre marocain que je parle, est particulièrement touché par les deux phénomènes, parce qu'on sait que non seulement les médecins prescrivent, mais les pharmaciens peuvent délivrer, et il y a une automédication. Alors, même les médecins, quand ils utilisent les antibiotiques, c'est souvent sous la pression des parents, mais vous êtes venu, mais je fais rien pour mon enfant, d'accord? Et aussi parce que, on va le voir, les médecins ont une incertitude diagnostique devant un certain nombre de pathologies et c'est une incertitude diagnostique nécessaire. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont pas bien formés, c'est qu'il y a des situations cliniques où on ne peut pas dire où c'est viral ou bactérien. Quand c'est grave, on le sait, mais quand dans d'autres situations, c'est pas. Alors, l'idée générale, c'est quand même de traiter uniquement les patients pour lesquels l'antibiotique est utile. Donc, réduire la prescription d'antibiotiques inutiles.
Le deuxième intérêt des tests, c'est de limiter la prescription d'autres examens biologiques, radiologiques, éviter parfois des gestes chirurgicaux et permettre aussi d'utiliser des mesures préventives. On l'a bien vu autour du Covid. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment, il faut arrêter de faire une médecine avec des œillères. Bon, quand on fait une médecine avec des œillères et on est très compétent, ça va. Mais quand on fait une médecine avec des œillères et on manque de compétences, ça ne devient pas bon. Alors, d'une façon générale, quel que soit le type, le test qu'on va utiliser, il faut bien avoir conscience que, comme à l'époque de Molière, on fait de la prose sans savoir quand on utilise des tests. Quand vous avez une situation clinique, intuitivement, vous imaginez que le patient que vous avez en face de vous a 5%, 10%, 2% d'avoir une infection bactérienne. Si le test est positif et que vous cherchez une infection bactérienne, vous allez monter à 80-90% de chances que votre patient ait une infection bactérienne. Si le test est négatif, vous allez faire tomber cette probabilité à un très faible pourcentage qui vous permette que d'être très en dessous du risque de l'antibiothérapie. Et globalement, ceci se résume à ce qu'on appelle des rapports de vraisemblance positifs ou des rapports de vraisemblance positifs. Un bon test, c'est un test qui a un rapport de vraisemblance positif supérieur à 5 ou 10, d'accord, et un rapport de vraisemblance négatif inférieur à 0,1 ou 0,1,1. Ça veut dire que quand il est positif, il va multiplier ma probabilité que j'avais au terme de mon interrogatoire et de mon examen clinique de 5% à 80-90%. Et quand il est négatif, il va réduire ce risque de façon considérable. Alors, on va parler du streptoa, parce qu'il n'y a pas que l'angine. Alors, vous savez, on se dit, mais pourquoi on traite une angine à streptocoque par antibiotique? Pour prévenir les complications non suppuratives. Je sais que le rhumatisme articulaire aigu a beaucoup réduit au Maroc, mais enfin, il y en a encore, et c'est encore une motivation. C'est prévenir les complications suppuratives, d'accord? C'est-à-dire, est-ce que ça va se tourner en adénoflegment amygdalien ou à une otite perforée, d'accord? Ça améliore les signes cliniques. Quand vous traitez tôt, eh ben, les patients, même s'ils peuvent guérir spontanément, vont avoir une fièvre qui va se réduire, pas que la fièvre, hein, la douleur pour 24 à 36 heures. Et enfin, vous diminuez la contagiosité. Après 2 ou 3 prises d'antibiotiques, les enfants ne sont plus contagieux, ils peuvent retourner à l'école et on sait à quel point c'est important pour eux-mêmes et pour les parents qui travaillent. Et alors ça, les études sur les angines, elles sont très, 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 très nombreuses, hein. Et je voudrais juste vous montrer dans cette euh, euh, analyse que ces valeurs de vraisemblance positive et négative sont excellents pour les TDR. Le rapport de vraisemblance positive, c'est 11, ça veut dire que vous multipliez par 11 votre risque que votre enfant avait vraiment une infection bactérienne, et quand il est négatif, vous diminuez par 10. Donc c'est un très, 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 très bon test. D'accord? Et pour savoir ça, d'accord, euh, et on sait déjà par des méta-analyses Cochrane que l'utilisation des tests n'augmente pas le risque de complications et permettent de réduire les prescriptions d'antibiotiques sans complications. Alors, en général, je vais passer très vite pour ces diapos, quand on donne des antibiotiques, je ne sais pas ce qui est prescrit au Maroc, mais ce qu'on prescrit le plus en France, c'est l'amoxicilline pour une durée de 6 jours. Eh bien, dès que 48 heures de traitement, 3-4 prises d'antibiotiques, ben, si vous prélevez les enfants, il n'y a plus de streptocoque dans la gorge. D'accord? Je passe un petit message pour dire que je rappelle plus tard.
Donc, il n'y a plus d'antibiotiques. Et les enfants ne sont plus contagieux. Par contre, à la fin du traitement antibiotique, quand on a arrêté le traitement depuis quelques jours, d'accord, et bien de nouveau, il y a 10% des enfants qui vont avoir une culture positive, soit 2 à 4 jours après l'arrêt d'antibiotiques, soit dans le mois qui suit. D'accord. Et les 2 tiers de ces enfants sont complètement asymptomatiques, surtout il ne faut pas les traiter, et 1 tiers vont de nouveau avoir de la fièvre et un mal de gorge. Et ceux qui vont utiliser le streptoa vont s'apercevoir qu'une partie de ces récurrences sont liées au streptocoque du groupe A parce que on n'arrive pas toujours à éradiquer le streptocoque du groupe A. Maintenant, à l'évidence, il faut continuer à traiter les infections à streptoa, notamment en, en Europe du Nord et aux États-Unis, en Australie, il y a eu une explosion des infections invasives à streptocoque du groupe A. Et on s'est aperçu, au fur et à mesure des années, qu'il y avait d'autres situations cliniques où le streptotest était très, très, très intéressant. Alors, la scarlatine, bon, on peut faire un diagnostic clinique, mais enfin, les anites à streptoa, la sensibilité, elle est de 98%. Les tournioles, pourquoi c'est important les tournioles? C'est la sensibilité, elle est de 98%. Je me suis trompé. Là, les autorés, ça, on a fait une étude très, très récente sur les autorés. Quand vous avez un enfant qui a une autorée, un enfant, et que vous testez le streptocoque, dans 1 tiers des cas, il sera positif à streptocoque avec une sensibilité, une spécificité. Et je vais vous raconter, par exemple, on peut largement étendre. Vous voyez, ce petit garçon, il est venu la semaine dernière, on est aujourd'hui lundi en consultation, vous voyez sa photo, il n'a pas de fièvre, il a une éruption qui traîne depuis quelques jours comme ça. Alors moi, je suis un clinicien comme vous, je me dis, s'il n'a pas de fièvre, il n'a pas d'autres symptômes, d'accord. Et puis, qu'est-ce que j'évoque? Je dis, c'est peut-être une forme atypique de syndrome pied-main-bouche, parce que vous savez qu'il y en a comme ça. C'est peut-être de l'herpès, hein, quand vous regardez la photo, il y a des lésions qui sont juste au bord de la muqueuse. C'est peut-être un impétigo, bon, c'est pas un zona. Et puis, en discutant avec la maman, elle vous précise qu'il a eu une angine à streptocoque 3 semaines avant, c'est pour ça que je vous répéter que ça peut récidiver, et qu'il a pris de l'amoxicilline avec beaucoup de difficultés, mais qu'elle a eu globalement l'impression de lui donner. D'accord. Alors, j'y tiens, cette fois, c'est quand même du strepto. Et regardez, je gratte sans aucune douleur la zone et vous voyez, le test était positif. Donc c'est une pathologie parfaitement bénigne. Hein. Mais je reste pas avec 3 diagnostics, je reste pas avec herpès, je reste pas avec forme atypique de syndrome pied-main-bouche qui débute, je reste avec un diagnostic précis. Maintenant, la façon de se traiter, et on pourrait le traiter par différents traitements, je ne vais pas revenir sur ce point-là. Donc, vous voyez, même une situation clinique, je ne sais pas exactement ce qu'il a. Je peux lui donner des antibiotiques pour rien, c'est pas un cadeau, d'accord. De le traiter qu'un traitement local, pourquoi pas, mais il faut le surveiller, d'accord. Mais tout ça, c'est quand même, on sait précisément quel est le diagnostic. Un deuxième test qui est extrêmement important, et vous en avez parlé, Pascal, tout à l'heure, c'est la CRP et la PCT, dont on n'utilise que la CRP en microméthode, parce qu'il n'y a pas de bonne méthode de CRP en microméthode, de PCT, pardon, microméthode, qui existe sur le marché, d'accord. Et le seul avantage de la PCT, c'est qu'elle est un peu plus rapide que la CRP. C'est-à-dire que la CRP atteint son maximum entre la 24e heure et la 48e heure. Quand vous le faites avant, si vous avez un enfant, il vient d'arriver, il a une fièvre depuis 12 heures, il peut avoir une authentique infection bactérienne, mais une CRP basse. Mais un enfant, on va revenir tout à l'heure, qui a une CRP à 48 heures, qui est normale, ou même à 24 heures, sa probabilité qu'il ait une infection bactérienne
justifiant des antibiotiques est rare. Et alors, c'était juste pour vous dire que ces rapports euh, euh, de vraisemblance positifs et négatifs de la CRP et de la PCT sont bien supérieurs à celles de la classique numération formule sanguine. Et maintenant, pratiquement, on ne demande plus de numération, on fait une CRP en microméthode. Et vous voyez sur cette courbe qui s'appelle une courbe ROC, vous voyez que la CRP et la PCT ont des courbes très similaires à condition qu'on soit suffisamment à distance du début de la fièvre. On peut dire que les deux se rejoignent entre la 24e et la 48e de, euh, euh, par rapport au début des symptômes. Et de nombreux pays d'Europe du Nord sont passés pour ce qu'on appelle les tout fébriles, parce que, vous savez, quand il y a un enfant ou un adulte, il a 39 de fièvre et il tousse, bon, vous le sculptez très attentivement, c'est normal, il n'est pas tachypnéique, ben, vous pouvez dire c'est viral, vous avez raison, le plus souvent c'est viral, mais on n'est absolument pas sûr que c'est pas bactérien. Et c'est pour ça qu'ils ont basé toute leur stratégie sur la CRP en microméthode en donnant des cut-offs, hein, à 20 mg. Quand la CRP est à 20 mg, et je vous dis tout de suite, 80 à 90% des patients que vous testerez auront une CRP inférieure à 20 mg. Quand c'est au-dessus de 5 mg, eh ben, il y a une forte chance qu'il ait une infection bactérienne. On lui prescrit des antibiotiques. Quand c'est la CRP entre 21 et 50, le plus souvent c'est bénin, eh ben, on rediscute. Et puis entre les deux, l'évaluation clinique. Et je vais vous raconter, par exemple, un autre enfant qui est venu me voir cette semaine, Nadia, 7 ans. Son père me l'amène au 4e jour parce qu'il a une fièvre supérieure à 39 et puis il n'y avait pas de rendez-vous tout de suite et une toux modérée. Bon, elle arrive en consultation le 5e jour, elle est en parfait état général et son examen clinique est normal, l'auscultation pulmonaire est normale. Elle a 7 ans, elle se laisse parfaitement examiner. J'écoute ses poumons attentivement, elle n'a pas de tachypnée. Bon, elle n'a plus de fièvre. Bon, si on était lundi ou mardi, j'aurais. Bon, mais t'as plus de fièvre, t'as plus de fièvre, je fais aucun examen, tu es en train de guérir toute seule. Mais on est vendredi après-midi et je suis pas là le samedi. J'ai fait, lui fait une serpent en méthode, tout ce que l'histoire que je vous dis est complètement authentique. D'accord? CRP 153 mg. C'est beaucoup. D'accord? Elle tousse, je n'ai pas besoin de bandette urinaire. Je lui fais une radio de thorax au coin de la rue parce que j'ai un radiologue. Elle avait une magnifique pneumonie franche lobaire aiguë du lobe inférieur gauche. Alors, voilà. Donc, le clinicien, il a ses limites. La clinique, elle a ses limites. Bien sûr, on pourrait dire, on pourrait attendre qu'elle ait de la fièvre. Mais bon, 4 jours de fièvre, une CERPA 153, une radio avec une image de pneumonie franche lobaire aiguë, ça se traite par de l'amoxicilline. Donc, vous voyez, on va revenir après sur les CRP à propos des infections urinaires tout à l'heure. Je voudrais vous dire quelques mots des tests antigéniques viraux. Pourquoi? Parce que on sait que ces tests antigéniques viraux, ils existent pour la grippe A et B, ils existent pour le SARS-CoV-2, ils existent sous le VRS et grosso modo, on sait que leur sensibilité n'est pas optimale, mais leur spécificité est excellente. D'accord? Quand vous avez un enfant qui a 39-40 de fièvre, la grippe est en train de commencer, vous l'avez examiné, vous n'avez pas retrouvé de signes inquiétants. S'il a un test positif pour la grippe, il n'a pas d'antibiotique. Si bientôt on peut lui prescrire de l'oseltamivir et on peut dépister autour de lui les groupes à risque. Il m'est arrivé un nombre de fois considérable de voir cette situation-là et j'ai fait le test parce que la mère à côté était enceinte et vous savez que la femme enceinte,
et particulièrement à risque de forme grave. Et le SARS-CoV-2, bon, il y en a moins, mais enfin, euh, il nous a bien servi les tests. Et puis le VRS, certes, quand on a une infection à VRS, on n'a pas d'antibiotiques, et puis on peut prendre un certain nombre de précautions. Alors, contrairement à la CRP, le test de grippe, il est très, très, très précoce dans l'histoire de la maladie. Le test est positif avant même, 24 heures avant que la fièvre ne devienne positive et le test négatif avant la guérison de la fièvre. Et la contamination est liée à la charge virale. Alors jusqu'à présent, c'était pas aisé d'utiliser parce que on n'allait pas faire à chaque patient un test grippe, un test VRS, un test SARS-CoV-2, d'accord? Mais la Covid a changé la donne, d'accord? Et on va le voir tout à l'heure que le diagnostic clinique entre ces différentes maladies est impossible, d'accord? L'avenir, c'est les tests multiples, le moins désagréable possible, le moins coûteux, parce qu'on va faire en grand nombre, avec une autorité de santé partenaire pour les médecins en soins primaires. Et pourquoi c'est important? Parce que quand le médecin, au terme de son examen clinique et de son test, il arrive à avoir un diagnostic, il a réduit son incertitude diagnostique et va être moins prescripteur. Et je vous ai montré ces tests à plusieurs reprises. Et donc, nous, on utilise le test rapide d'A à Z, comme vous avez pu le voir, que je vous l'ai montré à plusieurs reprises, on le montrera tout à l'heure. Et puis, on a testé la sensibilité, la spécificité de ces triples tests. Elle est complètement dans ce qu'on connaît dans la littérature. Une spécificité quasiment à 100%, une spécificité qui varie, on va dire, entre 75 et 85% pour les 3 tests. Donc, avec un rapport de vraisemblance négative qui est excellent. Et là, je vous donne ces résultats qui ne sont pas encore publiés. Depuis le mois d'octobre, le groupe de pédiatres que je coordonne, on a fait 10 000 tests. D'accord? Ces tests comportaient le SARS-CoV-2, la grippe A, la grippe B et le VRS. Alors, on en a fait beaucoup. Hein. Et vous voyez que globalement, on a eu assez peu de SARS-CoV-2. Vous voyez ici la ligne du SARS-CoV-2. Ça n'a jamais dépassé 3-4%. Mais les épidémies de VRS, de grippe A et de grippe B ont été massives. Vous avez en rouge l'épidémie de VRS, en gris l'épidémie de grippe A et en orange l'épidémie de grippe B. Autrement dit, un patient sur 2 sur toute la période de l'étude, c'est-à-dire quasiment 9 mois, est sorti avec un diagnostic viral de certitude, puisque vous avez compris que la spécificité, elle était à 100%. Et quand on était en période épidémique de VRS ou de grippe, le pourcentage de diagnostic atteint 70-75%. Ça veut dire qu'un patient qui va avec des symptômes absolument non spécifiques sortait avec un diagnostic précis et ça réduisait de façon considérable l'incertitude diagnostique et le besoin de discuter l'antibiothérapie. Je vous passe rapidement sur cette diapo parce que pour vous dire que les otites le survenu des otites sont complètement parallèles à ça. Je voudrais terminer par les bandelettes urinaires parce que c'est un autre test diagnostique rapide qu'il faut utiliser parce que, comme vous le savez, le CBU par poche est un très mauvais examen. Alors, je vous invite à aller. Alors, attendez, je vais juste je vous mettre en
en noir ce truc-là, allez sur ce site qui est l'unité de Pittsburgh, qui est un, un, un site pour avoir la probabilité ou non d'avoir une infection urinaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Parce que vous savez bien que le diagnostic clinique d'infection urinaire n'existe pas, tout simplement. D'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est? C'est un enfant qui a de la fièvre et qui a pas d'autres symptômes. Alors, par exemple, si vous prenez un enfant, il a moins de 12 mois, il a plus de 39 de température depuis 2 jours, parce qu'on fait pas, on pense pas au diagnostic avant 2 jours de fièvre, il n'a pas d'antécédent d'infection urinaire, c'est une fille ou un garçon non circoncis, parce que quand il est circoncis, ça change tout. Il a un examen clinique normal, il n'a pas d'otite, il n'a pas d'angine, et il n'a pas de signe respiratoire, et la fièvre dure depuis 48 heures. Quand vous prenez cette situation-là, ce garçon ou cette petite fille, ce garçon non circoncis ou cette petite fille, elle a une chance sur 4 d'avoir une infection urinaire. Si vous lui faites une bandelette urinaire et qu'elle est positive pour les nitrites et qu'elle a 2 croix ou plus de leucocytes, vous tombez avec une probabilité d'infection urinaire de presque 100%. D'accord? 95. Autrement dit, quand vous allez demander un ECBU, c'est pas pour savoir s'il a une infection urinaire, votre situation clinique est plus fiable que le CBU. C'est juste pour savoir quel est le germe et quelle est sa résistance aux antibiotiques. Un autre exemple, je prends un autre exemple, j'ai un enfant, il a moins de 12 mois, il a plus de 39, mais il est circoncis. Ben, ça change tout. Cette fois, il n'a plus que 3,74% d'avoir une infection urinaire. Et s'il a des leucocytes négatifs et des nitrites négatifs, ben, il n'a pas de chance d'avoir une infection urinaire. Vous voyez comment ces tests s'intègrent avec un tableau clinique, et c'est comme ça qu'il faut concevoir l'utilisation des tests. Je crois que j'ai pris le même exemple, je ne sais plus. Voilà. Je ne sais plus. Donc, vous voyez, ces bandelettes urinaires, quand vous avez nitrite et nitrite négatif et leuco positif, vous n'avez que 13% d'avoir une infection urinaire, une croix. Quand vous avez nitrite et leuco positif de croix, à 2 croix, 45%, et ainsi de suite. Donc, les diapos sont évidemment disponibles. Et vous savez, vous avez vu que le problème de la poche urinaire, c'est qu'elle est contaminée une fois sur 2. Autrement dit, un ECBU positif a une chance sur 2 d'être un faux positif. Si c'est un ECBU permictionnel, parce qu'on arrive à capter les urines au G, d'accord? Le sondage urinaire, c'est 10%, et la ponction subienne, c'est 1%. Donc, clairement, il vaut mieux se servir d'un algorithme, des bandelettes urinaires, et après, avoir l'examen clinique pour avoir la confirmation du diagnostic. Alors, en conclusion de ma courte présentation, vous avez bien compris que le TDR de streptocoque du groupe A ne sert pas que pour les angines. D'autres tests antigéniques rapides sont disponibles. Leur intérêt a été décuplé par le Covid et surtout les tests multiples. D'accord? Et ce qui est très, 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 très important, c'est que c'est votre examen clinique qui fait la qualité du test que vous avez utilisé, quel que soit le type de test que vous avez utilisé. Et là, actuellement, je reviens de tout ça parce que, vous savez, avoir des urines pendant un examen clinique pour un bandelette urinaire, c'est pas évident. Hein. Donc, on est en train de faire le même algorithme en utilisant la CRP parce que
Les infections urinaires hautes, autrement dit, les infections urinaires et pyélonéphrite à CRP négatif pour au-delà de 48 heures de fièvre, personnellement, j'en ai jamais vu. Donc, on est en train de reconstruire cet algorithme avec la CRP, parce que si on n'arrive pas à avoir d'examen d'urine pendant l'examen, de temps en temps, si on a la CRP qui est négative, ça évite, ça fait gagner énormément de temps. Voilà ce que je voulais vous dire et je voulais vous remercier de votre attention. J'arrête le partage et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, professeur Cohen. Euh, Comme d'habitude, vous nous avez ce que vous avez, c'est un partage d'expérience magnifique. Alors moi, je partage mon expérience. Effectivement, je vais utiliser la CRP maintenant plus d'un an. J'utilise aussi le test rapide et les bandelettes. Et effectivement, ça me rend un énorme service. Euh, et surtout les week-ends, ça permet de trancher, Puis effectivement, l'antibiothérapie, je dirais que 70 à 80% des cas, je donne plus d'antibiotiques. Euh, et ça se passe très, très bien. Et tu vois, Donc, ça confirme ce que vous... pour cette discussion, et si on arrive à faire ce qu'ont fait l'Université de Pittsburgh pour les infections urinaires, tu vois, avec ce mélange toujours examen clinique, résultat de test rapide, c'est ça qui fait toute la qualité de la médecine. Voilà. Et donc, on essaye de travailler sur des algorithmes comme ça pour permettre, avec la clinique, des critères très simples que tout le monde peut retrouver et un ou deux examens rapides de savoir dans quelle situation on est de prescrire ou de pas prescrire. Euh, L'échographie pulmonaire et Alors, euh, tu sais, comment alors en fait, la réalité, c'est que l'échographie pulmonaire est un excellent examen et il est très facile de se former à l'échographie pulmonaire. Mais une échographie pulmonaire, ça prend quand même une dizaine de minutes et on considère qu'en débrouillage, quand il y a 48 heures de fièvre, la CRP est un examen plus facile à faire, parce que tu vois la rapidité avec laquelle on le fait et la fiabilité que ça a, que, que, euh, que l'échographie. Mais si tu es dans les 24 premières heures de fièvre, on a tous eu des, des, des enfants qui sont arrivés très vite en consultation parce qu'ils passaient pas bien, la CRP n'a pas le temps de monter. Il faut lui laisser le temps. Et à ce moment-là, l'échographie peut apporter plus rapidement le diagnostic. Mais quand tu te retrouves à 48 heures, moi, j'utilise plutôt la CRP. Voilà. ouais. Non, non, la CRP, je doute pas. Ouais. C'est par Mais rapport à l'enfant de 7 ans qui avait 154 de CRP. Bah, on est vraiment. Est-ce que c'est un problème 150, pulmonaire? Est-ce que c'est une infection urinaire? ouais, Effectivement, une écho pulmonaire, absolument, surtout on est quand complètement on n'a pas d'accord. la possibilité de faire une radio pulmonaire. Je suis Ça, d'accord. Je partage à 100% ton avis. Et c'est comme ça que ça comment est dire, on énorme. est chaque malade est un malade. Voilà. Et tu dis, par exemple, le petit que je vous ai montré, ben, je ne savais pas si c'était de l'herpès, ah, bon, j'allais lui mettre une crème. Puis la mère me dit, tiens, il a une angine, un streptocoque. Et on sait que le streptocoque, des fois, on ne l'élimine pas. Je dis, tiens, ça me change ma probabilité prétesse. Est-ce que je suis sûr que c'est de l'herpès, c'est de l'impétigo? Un petit coup, tu as le résultat, et après, à toi, tu réfléchis. On n'est pas obligé de faire une Effectivement, médecine aiguë. Hein. oui, On fait une médecine, oui, vous encore plus que nous au Maroc, hein, où vous êtes une médecine privée, où vous devez le meilleur pour, pour vos patients, entre guillemets, eh ben, chaque malade est unique et on lui apporte son bon diagnostic et son bon traitement. Et les parents sont enchantés généralement. Quand vous voyez, oui. je lui montre le test, je dis, vous regardez ce que vous voyez, bah, c'est ça.
en général, ils sont très, très contents. Je vais voir s'il y a des questions de l'assistance. Alors, je ne sais pas, J'ai vu qu'Isselmou nous a rejoint. Monsieur Pascal, vous avez il y a sûrement des questions. Oui, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Bon. Il y a des questions qui sont arrivées. Est-ce que je peux... Bien sûr. Bon. Alors, est-ce que la CRP par microméthode est fiable chez le nouveau-né? Alors, elle est parfaitement fiable chez le nouveau-né en tenant compte du taux d'hémoglobine. Parce que, Hmm. puisque la CRP, c'est une CRP, c'est sur le sérum, Ouais. d'accord? Et s'ils ont une hémoglobine à 60%, on a juste un tout petit peu. Mais à la réalité, pour nous, c'est pas un problème. On utilise ça dans le service de néonatologie où je travaillais depuis des années. Nous n'utilisons que ça, d'accord? Que la microméthode, parce que la corrélation entre le microméthode et la méthode standard est excellente. Les courbes de concordance sont vraiment excellentes. Oui, on peut l'utiliser chez nouveau-nés. Là encore, méfiez-vous de la vitesse d'installation des symptômes. Par exemple, une CRP dans les 24 premières heures de naissance, bah, elle peut être normale alors qu'il a une authentique infection. Voilà. Mhm. Donc souvent, quand elle est normale et qu'on ne les traite pas, on refait une CRP 24 heures après ou 36 heures après. Et en tout cas, c'est la période de la vie, la période néonatale, où la CRP est supérieure à la PCT parce que les enfants, les nouveau-nés ont une PCT qui augmente physiologiquement dans les 48 premières heures et qui rend la PCT peu performante pour le diagnostic d'infection néonatale précoce. Je n'ai pas dit infection néonatale tardive. Hein. Mhm. D'accord. Alors, une autre question? Pour vous dire la vérité, on n'utilise plus que la CRP en microméthode chez le nouveau-né. On n'utilise aucune autre méthode. Parce que les Oui. quantités de sang, 5 microlitres, ça n'a rien à voir avec une prise de sang classique qui est difficile à obtenir, etc. Mhm. D'accord. Alors, pour la CRP par microméthode et la CRP au labo, comment expliquer les quelques variations entre les résultats? Alors, la Si- principale variation, d'accord, d'abord, c'est le temps du prélèvement, parce que la CRP est très dynamique. Quand vous prélevez exactement au même moment les deux résultats, exactement, et si vous avez bien pris vos 5 microlitres de sang, hein, telle que la méthode que vous utilisez jusqu'à la barre, d'accord, Mhm. Oui. la différence est moins de 10%, ce qui pour une CRP n'importe pas. Par contre, ce qui nous arrive de temps en temps, c'est ah ben, j'ai fait une CRP au cabinet et 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures après, j'ai refait une CRP au laboratoire. Mhm. La cinétique de la CRP, comme je vous l'ai montré sur la courbe, est extrêmement rapide, vers le bas et vers le haut. Hein, si je peux repartager l'écran sur ça pour vous remontrer ça, alors c'est sûr, hein, si je prélève à H12 et après je prélève à H18, ah, je n'aurai pas le même résultat. Ça, c'est clair. Mais si vous prélevez exactement au même moment en prélevant la quantité de sang qui est justifiée par la méthode, c'est-à-dire très peu en la réalité, mais il faut la prélever, il n'y a pas de 10% d'écart. Et on a dû tester ça sur près de 800 malades quand même. Hein. Les courbes sont telles que je vais vous les montrer, c'est ça. C'est-à-dire la corrélation, elle est excellente. Ouais. Mais si vous attendez quelques heures d'écart, ah, vous n'aurez pas le même résultat. J'arrête le partage d'écran. Comment, comment combiner la CRP avec les triples tests antigéniques? Alors, en général, on ne fait pas les deux. D'accord. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Bon, on est en période où il n'y a pas de Covid, je n'ai pas intérêt à faire le Covid. D'accord. Si je suis dans les 48 premières heures, les tests antigéniques vont être plus performants
que la CRP. D'accord? Si je Mhm. suis au-delà de 36 heures, ben, la CRP est plus intéressante que le test antigénique. Donc, c'est vraiment une question de moment. Parce que la CRP, vous avez vu sa vitesse de rotation, et Ouais. c'est inversement. Les tests antigéniques sont plus fiables au départ et la CRP plus fiable au bout de 36 à 48 heures. Il est Mhm. rare que chez le même patient, je fasse les deux. C'est exceptionnel, hein, parce que Oui, ce n'est pas le même moment. oui, oui, c'est pas le même moment. Non, je laisse la parole au modérateur, hein. Je veux pas être trop bavard. Euh, pour revenir, est-ce que les TDR, on peut les faire juste après 3 ans ou même avant 3 ans? Treptoa, alors maintenant, clairement, on peut les faire dès 1 an. D'accord? Je peux pas vous. Vais pouvoir partager, si vous voulez, pendant que on discute, je vais vous partager notre dernière publication qui est dans un très, très, très grand journal d'une maladie infectieuse qui date d'il y a quelques jours, où on s'est amusé, pas amusé, on a regardé qu'est-ce que ça donnait. Vous allez voir, ça va être assez impressionnant. Je partage avec vous ces données dans une seconde. Je regarde, tac, 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 où est-ce que je suis? Article RC, voilà, hop. Mhm. Voilà, hop. Je vais le partager dans une seconde avec vous. Je tombe juste sur la courbe. Et voilà, j'y arrive tout droit. Voilà. Hop, je vous partage ça. Ça, je me remets en partage d'écran. Comment je vais faire pour me remettre en partage d'écran? Eh ben, je vais arriver sans problème. Hop, hop. C'est International Journal of Infectious Disease. Là, vous avez ici le pourcentage de tests réalisés. Vous voyez, à partir de 3 ans, je vous signale que si vous regardez le nombre de cas, c'est plus de 10 000 tests, hein, qui ont été réalisés. On peut dire les pédiatres du groupe qui travaillent dans notre groupe de recherche, dans 100% des cas, font un TDR au-delà de 3 ans. Mais ils commencent à le faire dès l'âge de 1 an. Et vous regardez ici, en vert, le taux de positivité. D'accord? Il est maximum vers 3 4 ans, clairement, mais vous voyez que dès 1 an ou 2, eh ben, le test devient facilement positif. D'accord? Et vous savez que cette année, à post-Covid, on a vécu des choses très, très, très particulières parce que les jeunes enfants ont été contaminés à streptocoque parce qu'ils n'avaient plus d'anticorps de leur mère très, très, très tôt. Donc, quand vous avez un enfant dont le frère, la sœur a fait une angine à streptocoque ou qui a un aspect de gorge vraiment très évocateur d'angine, ce qui n'est pas si fréquent que ça, parce que vous voyez bien qu'on n'a pas quand même, on ne le fait pas aussi fréquemment qu'on le fait chez les grands. Hein. Quand on a un contexte de strepto, une éruption qui peut évoquer la scarlatine, un frère ou une sœur qui a fait une angine les jours précédents, ou un aspect de gorge vraiment d'angine, on teste et le taux de positivité dépasse largement les 20%. Vous voyez ma diapo, non? Oui, Mm. oui. Voilà. Et là, le papier, vous voyez, il est encore en pré-proof. Et ça, là, je ne peux pas vous montrer le reste. Peut-être qu'il faut que je la tourne, c'est trop compliqué. Donc ça, ça porte sur de tête comme ça quelque chose comme 15 ou 20 000 angines. Hein. C'est de très, très gros chiffres. Hein. C'est plus de l'individuel. C'est important d'à chaque fois de, de, de mélanger l'importance de la collectivité et l'importance de la médecine individuelle. Nous, on est entre les deux. On doit de la médecine individuelle, mais au total, il faut qu'on partage ces expériences
pour aboutir à des résultats qui sont consistants et qui ne sont pas subjectifs. Juste, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. On t'entend très bien. Écoute, Robert, je suis désolé, hein. Nous, on a connu aujourd'hui des orages terribles et ça a eu des perturbations extraordinaires. Donc, malheureusement, j'ai raté. J'ai commencé avec toi à la conférence et puis ça a été suspendu. Je sais que c'est extrêmement intéressant. J'ai vu la fin. C'est vrai que c'est un domaine que tu maîtrises bien et je suis vraiment content que tu as toujours cet engouement pour le partage de ces expériences extraordinaires que tu fais, comme par exemple ces résultats que tu viens de publier sur vraiment des dizaines, des milliers de prélèvements qui effectivement sont consistants, forcément, parce que c'est quand même des longues séries qui donnent Ah, effectivement. qui donne des résultats très Oui, consistants. très Hein. fiables, très consistants, mais c'est vrai que c'est. Bon. Et avant que tu arrives, bien sûr, je vous enverrai les diapos si vous les. Oui, mais bien sûr. Et vous verrez, moi, je trouve que cette histoire d'infection urinaire et de risque d'infection urinaire en fonction de trucs, c'est vraiment comme ça que on doit faire avancer la médecine. Ben, j'ai tous ces paramètres, je te fais le bon test et après, je choisis si je te traite ou je te Non, tout à fait. traite pas. Tout à Voilà. fait. Moi, je pense que Je- ces résultats, ces techniques que tu as partagées, que tu as expérimentées, ces techniques minutes, ces TDR, leur promotion, effectivement, ont rendu des services énormes. Pas seulement d'ailleurs pour les cabinets de ville, hein, Bien même sûr, dans nous les aux services. urgences. Alors, Mais bien sûr, aux urgences, tu as, ça fait gagner énormément de temps. C'est vraiment quelque chose tu as d'extrêmement complètement impressionnant. raison, Isselmou. Aujourd'hui, les résultats une grosse partie des résultats que j'ai donnés sur les triples tests ont été faits aussi aux urgences. Il y avait Oui, bien sûr. une centaine de pédiatres de ville et 2 urgences pédiatriques. Maintenant, dans mon hôpital, on n'utilise que ça. Hein, je veux dire, la CRP en microméthode, on ne va plus au laboratoire, les antigènes strepto, les tests triples pour la grippe, etc. C'est de la Bah, médecine tout à ambulatoire. fait. Voilà. Et ça enrichit l'éventail de l'examen clinique. Ça fait partie de Absolument. l'examen clinique maintenant, Ça comme la fait bande de partie. lettres il y a quelques années, oui, bien sûr. Ouais. Absolument. Absolument. Comme l'oxymètre de pouls, je pense, mais c'est extraordinaire. Ah C'est ben, vrai que c'est quelque chose. Au lit du malade, par exemple, oui, tu as tellement raison. L'oxymètre de pouls, par exemple, pour le diagnostic de pneumonie, c'est pas rien. Ça doit absolument, faire partie de l'algorithme. Hein. Ça coûte tout à rien, fait. c'est très Ouais, rapide, ça doit faire partie de l'algorithme. Oxymètre de pouls normal, pas normal, il est anormal, ça change, etc. Donc, ces algorithmes sont très importants à considérer. tout à fait. Tout à fait. Ces TDR vraiment sont tellement c'est extraordinaire. Ça rend tellement de services. Ça permet également de faciliter la tâche aux médecins, surtout aux urgences. Hein. Moi, je sais qu'aux Bien urgences, sûr. mais écoute, moi, vraiment, c'était un plaisir déjà de te revoir, hein, parce que c'est vrai, on Avec, s'est vu rapidement à Paris la dernière fois. avec J'espère qu'on plaisir. va pouvoir avoir l'occasion au moins de nous voir en ligne lors de nos rencontres d'octobre pour la HPV. Hein. On en avait parlé un peu. Je sais que tu Absolument. as du mal à pouvoir te déplacer, mais bon, en tout cas, Absolument. je suis en train de voir avec Mohamed la possibilité qu'on fasse ça avec toi en ligne, parce que c'est une table qu'on va faire sur la HPV. C'est une petite parenthèse, hein, j'en profite. Mais c'est vrai que c'est un sujet extrêmement intéressant, mais c'est pour dire que c'est toujours un plaisir de te revoir, de voir, comme tu l'as dit, nos amis marocains, africains, même si le Maroc, ça fait partie de l'Afrique aussi, hein, Bien sûr. nos amis africains avec grand A, comme on dit. Hein. On a commencé par ça. Hein. Oui, tout à fait, absolument. Ouais. C'est toujours un grand plaisir et c'est toujours un grand plaisir de t'écouter. Tu apportes toujours des choses vraiment extraordinaires, simples, accessibles à tout le monde. Moi, je sais que mes jeunes pédiatres et résidents, je ne sais pas, certains n'ont pas eu beaucoup de possibilités d'avoir accès à cause des problèmes techniques, mais on va refaire une séance ensemble, commune, collective, au cours de laquelle on va essayer de révisualiser un petit peu la conférence pour l'avoir plus tard, quoi, en différé, parce que c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Il n'y a pas eu malheureusement beaucoup de participants mauritaniens à cause de ces problèmes techniques, mais je pense que je vais essayer de rattraper ça. Merci beaucoup. Et puis Euh, merci encore à Pascal aussi, hein, parce qu'il nous permet d'avoir ça. C'est vrai que
Il fait beaucoup de choses pour ces méthodes-là, hein. On s'est vu à quelques reprises. J'espère également qu'on va pouvoir introduire ces techniques en Mauritanie bientôt, hein. On est en train de voir avec lui la possibilité peut-être de profiter de notre congrès d'octobre pour essayer de voir pourquoi, essayer vraiment d'engager. Je suis sûr que si ça va avoir un succès, un grand succès chez nous parce que les gens le saluent et l'appellent avec beaucoup d'engouement et d'enthousiasme. Avec grand plaisir, professeur. Ce soir, c'est moi qui vous ai fait voyager, mais je suis partant pour venir en Mauritanie. Un voyage un peu tumultueux, hein, à cause des aléas techniques, malheureusement. Oui, Oui, ben ça arrive. ouais, ouais, tout à fait. Une dernière question, professeur Cohen? Avec plaisir. Une question qui vient d'arriver euh, et qui revient quelquefois, mais j'ai déjà les éléments de réponse, mais je préfère que vous apportiez vous-même la réponse. La différence entre l'appareil que tout le monde voit sur l'écran actuellement et que nous commercialisons, vous le savez bien, et les analyses en labo. Ah ben, quand c'est fait au même moment, hein, c'est-à-dire exactement au même moment, c'est ce que nous avons fait dans une étude qu'on a déjà publiée il y a déjà plus de 15 ans. D'accord? Quand Ouais. c'est fait au même moment, le résultat à 10% près est exactement le même. Or, vous savez que la CRP, ce n'est pas des valeurs à 10% qui comptent, hein. C'est pas que ce soit 90 ou 100, c'est pareil. Ouais. Que ce soit 10 ou 12 ou 11, c'est pareil. Donc, c'est vraiment la question, quand vous voyez des discordances, regardez toujours, si la quantité de sang était suffisante, et le test que vous commercialisez, si je ne me trompe pas, Pascal, il donne en même temps l'hémoglobine. Oui, Bon. Alors, quand vous avez l'hémoglobine, vous savez, sauf s'il a une anémie importante, si vous avez bien pris le sang ou pas, hein, parce que oui, absolument. si vous trouvez avec 5 grammes d'hémoglobine, c'est qu'il y a un problème. Aussi, Hum. ça peut être différent. Mais dès que vous vous trouvez autour de 10 grammes d'hémoglobine, c'est fini, quoi. Oui. Le prélèvement est bon, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais le problème, c'est que deux fois, les seules discordances que je connais, c'est quand ça a été prélevé à 2 heures ou 3 heures ou 4 heures d'écart, et la cinétique de la CRP est tellement rapide que ça peut être différent. Oui, bien sûr. OK? OK, merci pour la réponse. Merci à tous et bonne Merci. soirée à tout le monde. Eh ben, merci. Au revoir. Merci pour votre intervention. Au revoir. Et on va clôturer donc cet événement avec une vidéo explicative de l'appareil que vous utilisez pour certains déjà en cabinet et pour les prochains. Voilà, une vidéo explicative qui vous montre le mode de fonctionnement et surtout la rapidité du test. Voilà. D'où le mot de test de diagnostic rapide.